Ah, son extradition, il faut la demander. Il faut la demander. Si le Congo a besoin de lui, le Congo, notre pays, adressera une demande d'extradition qui sera remise au président de la République du Congo. J'ai eu à le faire à l'époque, en 1982. J'étais porteur d'une lettre de demande d'extradition de quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas très bien, un certain Bouddha, qui terrorisait la ville de Kinshasa à l'époque et qui s'était réfugié à Brazzaville. Et comme le Congo, le Zaïre, en 82 avait besoin de lui, j'étais au gouvernement. Le président Mobutu a fait une demande d'extradition et c'est à moi qu'on avait confié la charge d'aller demander l'extradition de Bouddha auprès du même président à Brazzaville, le président Sassou Nguesso. Donc, si notre pays veut juger l'ancien ministre Bokonga, il doit faire une demande d'extradition. Et entre nos deux pays, cela est possible. Il y a une convention. Je ne sais pas pourquoi vous renvoyez à ça. Vous me parlez de l'ancien ministre Bakonga, hein, n'est-ce pas? Qui s'est retrouvé là-bas et qui n'a pas pu passer, qui n'a pas pu sortir de la République du Congo d'en face. Alors, le Congo RDC apprend cela. Si le Congo, notre pays, a besoin de l'intéresser, notre pays doit demander l'extradition. Et ça se fait par une lettre, à l'appui d'un dossier. Et la République d'en face, où l'intéressé se trouve, va examiner la demande. Si elle est fondée, puisque nous avons une convention, l'intéressé sera livré à notre pays. Le bâtonnier national, Mamadi Wamba, oui. 2 millions de dollars trouvés dans le sac de Willy Bakonga par la République démocratique du Congo, oui. Et, au Congo-Brazzaville. Oui. Maître l'ADGN, les services spécialisés à faire ce travail. Oui. Comment ils n'ont pas pu faire le travail ici, déjà au niveau de notre frontière? Monsieur est sorti clandestinement, d'après la presse, sous une fausse identité. Nous avons une longue frontière, madame, entre nos deux pays. Et rien que cet espace Kinshasa-Brazzaville, mais au moins le visage de Willy Bakonga est... vous voulez dire que les pêcheurs le connaissent? Vous voulez dire que même s'ils le connaissent, ils ne peuvent pas être soudoyés? Bref, donc monsieur... il a traversé avec une pirogue. Pourquoi pas? Parce que si c'est avec un canot rapide, il y a un service qui est spécialisé pour ça. Combien de pirogues traversent? Pirogues motorisées, pirogues manuelles, combien? C'est beaucoup. C'est si vous voulez des villes qui sont la même, à part la distance qui les sépare, la distance du fleuve, et les gens passent d'une frontière à l'autre, d'une rive à l'autre. Ça, c'est pas un problème. Ça, c'est pas un problème. À coup de sous, à coup d'influence, à coup de ceci ou de cela, on peut passer la frontière. Et comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Avec une certaine surprise. Hein. Moi, je le croyais toujours au pays. Et j'apprends comme vous. Moi, il est de l'autre côté, il a tenté de sortir. Et il a été pris. On ne peut pas cesser de voir la Constitution violée tout le temps. On ne peut pas cesser. C'est une question de lecture de la Constitution. J'ai lu un article d'un professeur de droit
qui dit qu'il y a eu violation de la Constitution. Et pour lui, la violation de la Constitution, c'est dans le fait que les 9 juges de la Cour constitutionnelle auraient dû attendre pour élire leur président. Ils auraient dû attendre le tirage au sort que prévoit la Constitution. Ils ont élu leur président sans attendre le tirage au sort. Ce tirage au sort va être fait au moment que la loi prévoit et au moment qui se trouveront à mesure de le faire. Donc là, ce n'est pas une violation de la Constitution en quoi que ce soit. Que l'élection du président de la Cour constitutionnelle opérée par les membres, les 9 membres, les 9 juges de cette Cour, en leur sein, moi je ne vois pas de violation de la Constitution en cela. Il y a peut-être d'autres raisons qu'il a évoquées, ce professeur de droit, qui d'ailleurs a salué les mérites de son collègue professeur. Non, madame, il n'y a pas eu de violation de la Constitution. Non. Mais pour les gens qui vous suivent, parce que s'il faut citer les noms, ce n'est pas caché, c'est le professeur André Mbata, qui a bien précisé qu'il y a déjà un glissement dans la Cour constitutionnelle, et il dit aussi qu'il insiste que les membres de la Cour sont conscients. Normalement, les tirages au sort devaient se faire à la présidence, au Parlement, ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature. Non, pas au Conseil supérieur de la magistrature, non, madame. Les tirages au sort, c'est destiné à quoi? C'est destiné à respecter la Constitution. Sur quel point? La Constitution prévoit que les 9 membres sortent par tiers tous les 3 ans. C'est-à-dire quoi? Tous les 3 ans, les 9 juges doivent être renouvelés par tirage au sort. Ok? Bon. Je crois savoir que depuis que cette cour fonctionne, il n'y a pas encore eu un tirage au sort. Je crois savoir. Et ça, c'est donc le mécanisme de renouvellement de membres de la Cour constitutionnelle. 3 juges doivent sortir à raison d'un juge par composante. Qu'est-ce que c'est les composantes? Les composantes, c'est la présidence de la République qui désigne 3 membres de la Cour, le Parlement qui désigne 3 membres de la Cour constitutionnelle et enfin la magistrature qui désigne elle aussi en son sein 3 juges. Est-ce que ça a été fait? Au départ, ça a été le cas. Mais ces 3 juges qui ont été désignés de cette façon-là, au départ, la Constitution prévoit qu'ils se renouvellent par tirage au sort tous les 3 ans. À raison d'un membre qui doit sortir par origine. L'origine, vous comprenez ce que je veux dire par là, hein? C'est-à-dire que un membre venant du Parlement doit sortir, un autre venant de la magistrature doit sortir et enfin un autre venant de la présidence de la République doit sortir aussi. Ce sont ces membres-là qui sont tirés au sort et qui sortent tous les 3 ans. Ça, c'est, si vous voulez, une phase. Maintenant, nous parlons de l'élection du président. Qu'est-ce que la Constitution prévoit? La Constitution prévoit que les 9 juges désignent en leur sein un président. Là, vous me rappelez une chose, c'est que dans l'article du professeur Mbata,
si je ne me trompe pas, il a rapproché 2 articles de la Constitution. Attendez, oui, c'est ça. Il parle de la violation de l'article 40 et 9 de la loi organique. Attendez. Lui, il dit quelque part que c'est le président de la Cour constitutionnelle qui préside le Conseil supérieur de la magistrature. Dans cet article-là, pour pouvoir diriger le Conseil supérieur de la magistrature, il faut être magistrat. C'est que l'actuel président, comment il s'appelle encore? Dieudonné Kalouba, comme il n'est pas magistrat, il ne peut pas présider le Conseil supérieur de la magistrature. Or ça, la Constitution ne le dit pas. La Constitution ne le prévoit nulle part. La Constitution n'exclut personne parmi les 9, n'est-ce pas? Qui devient un jour président de la Cour constitutionnelle, il ne lui est pas interdit de présider le Conseil supérieur de la magistrature s'il n'est pas magistrat. Parce que je vous le dis, la Constitution dit ceci, que pour être membre de la Cour constitutionnelle, il faut être soit magistrat, soit avocat, soit professeur à l'université. Donc, la Constitution elle-même prévoit la situation des membres qui ne sont pas des magistrats. Alors, si, avec le temps, avec les circonstances, on a comme président de la Cour constitutionnelle un juge qui n'est pas ancien, qui n'est pas magistrat, en cette qualité-là, puisqu'il est élu président de la Cour constitutionnelle, il est automatiquement président du Conseil supérieur de la magistrature et la Constitution n'est pas violée en ce moment-là. Pas du tout. Pour Denis Sesanga, les blocages et échafaudages, Denis Sesanga. Sesanga. Oui. Pour lui, les blocages et échafaudages institués depuis 2016 en lieu et place du tirage au sort ont fait perdre à la Cour sa régularité et compromis son statut. Ouais, donc il veut dire que Maître Sesanga, hein, c'est lui, hein, député, hein, il veut dire que, si je vous suis bien, que du fait que depuis 2016, on n'a pas procédé au tirage au sort, on a hypothéqué la régularité. C'est ça. Pour lui, d'ailleurs, il dit aussi plus loin, vous avez abusé de l'usage de la Cour. C'est ça. On a abusé de l'usage de la Cour constitutionnelle. On a abusé de l'usage de la Cour constitutionnelle. Oui, c'est ça. 2016, il n'y a pas eu de tirage au sort. 3 ans après, c'est-à-dire 2019, c'est ça, hein? On aurait dû avoir un tirage au sort. Ça n'a pas eu lieu. On le fait maintenant. Un peu plus tôt que... on nomme le président, on ne nomme pas. Les membres élisent leur président avant ce tirage au sort. Bon, je ne sais pas ce qui les a empêchés de procéder au tirage au sort. Moi, je ne le sais pas, vous le savez peut-être. Je ne le sais pas, mais il doit y avoir une... D'ailleurs, nous sommes journalistes et c'est vous, homme de droit. Bon, moi, je vous donne des explications à l'appui de la Constitution. Ce sont des circonstances de fait qui autorisent ou pas de faire le tirage au sort pour renouveler 3 membres. Mais je ne vois pas en quoi, je le répète, l'élection du président qui précède le tirage au sort, je ne vois pas en quoi l'élection devient
inconstitutionnel. Ils vont tirer au sort. Ils vont tirer au sort. Et si le sort veut que c'est celui qu'ils ont élu président qui doit sortir, mais où est la violation de la Constitution? Pourquoi on anticipe? C'est un membre. C'est un membre. Si c'est celui-là que le sort va désigner à la sortie, on va parler de la violation de la Constitution. Je ne vois pas. Je crois que c'est un exercice destiné aux étudiants, n'est-ce pas? Mais en pratique, je ne vois pas. J'ai lu l'article. Vous parlez de la position du professeur Sesanga. C'est dans un journal, c'est où? À la radio, à la télévision? Je n'ai pas suivi l'honorable Sesanga. Je n'ai pas suivi. Mais nous nous livrons tous à un exercice comme je le fais. Moi, est-ce que j'ai raison? Totalement. En moi-même, je suis convaincu de ce que j'ai dit. Et comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Mais laquelle? De l'élection. Mais je vous dis, tout le monde attendait l'élection. Puisque les membres sont au complet, il leur fallait élire un président. Pourquoi ils l'élisent il y a 48 heures et pas il y a 2 mois? Ça, je ne saurais pas vous dire. Pourquoi ils n'ont pas attendu encore 1 mois, 2 mois? Je ne saurais pas vous le dire. Il doit y avoir des raisons qui font que, bon, il fallait qu'ils se réunissent en ce moment-là. Ben, je crois savoir qu'il est recherché par les juges, par le parquet pour l'entendre. Il est recherché. Certains disent qu'il est sorti du pays, je n'ai aucune information là-dessus. Une dernière question avant de boucler complètement notre entretien de ce soir. Maître, nous avons suivi à Ituri toujours les sons qui sont en train de couler à Béni. Et déjà, nous avons vu sur la voie des ondes, il y a des élèves qui déclenchent une série de sit-ins jusqu'à l'arrivée du président Félix Antoine Tshisekedi. Une réaction. Des élèves, un sit-in. Je déclenche déjà un sit-in. Il faut qu'ils voient le président de la République là-bas. Mais c'est un souhait normal pour les enfants du pays, surtout pour les jeunes. Oui, parce que la situation sécuritaire est volatile depuis 7 ans. C'est un souhait, je vous dis, normal pour ces enfants. Et j'espère pour eux que le président de la République trouvera le temps de leur rendre visite. Ça réconforte. Mais ça, ce n'est pas seulement... Bon, c'est vrai, c'est un mécontentement des élèves, mais c'est presque toute la ville du Béni. Mais vous me parlez des élèves... Depuis plus de 7 ans. Vous me parlez des élèves qui ont fait un sit-in qui dure peut-être. Hein? Je vous réponds que cette attente-là de leur part est tout à fait normale. Et une visite du chef de l'État là-bas sera un réconfort pour tout le monde. En commençant par les petits-enfants qui doivent aller à l'école et qui ne sont peut-être pas à l'école, notamment à cause de l'insécurité. Et c'est tout à fait normal qu'ils puissent exprimer leur ras-le-bol, si vous voulez, de cette manière-là. C'est leur chef de l'État, ils l'attendent pour qu'ils puissent lui dire ça et ça. Et si le président de la République peut trouver le temps, un jour il ira là-bas. Un dernier mot avant de clôturer. Oui. Un dernier mot, un dernier message. Moi, je suis content que les Congolais cherchent la vérité à tout moment. C'est tout à fait normal. C'est une préoccupation légitime. Les Congolais, quelque part, en ont ras-le-bol, comme on dit, à l'Est, où l'insécurité est là depuis des décennies et qui ne laisse entrevoir pas beaucoup d'espoir, pas beaucoup d'horizons de sortie.
C'est vraiment une préoccupation. Mais c'est aussi le lieu de dire que c'est le moment de se sentir congolais. Ceux qui souffrent, vous et moi ici à Kinshasa et tout, bon, le pays, oui, c'est notre pays, mais ceux qui souffrent dans des endroits où ils sont attaqués, où ils sont tués, ils ont besoin de la présence de l'autorité. C'est un réconfort, même si c'est une présence de quelques heures, c'est un réconfort. Que donc, les compatriotes, s'ils pouvaient nous entendre, parce que cette insécurité, c'est notamment les Congolais qui sont à la base. S'ils ne sont pas à la base, c'est les Congolais qui sont utilisés pour semer la terreur, le désarroi, la désolation. Ce sont les Congolais qu'on utilise par certains milieux. Il faudrait que ceux-là, s'ils pouvaient nous écouter, qu'ils comprennent que le pays nous appartient, qu'on doit renoncer à se faire manipuler à coup d'argent, à coup de ceci, à coup de cela. Voilà, c'est que je peux mettre comme souhait en dernier lieu.